sur les contraintes et les défis que nous avons tenté de relever à travers sa conception. L'intégration des ressources et les principes didactiques comme une réponse aux contraintes du contexte. Et l'un des choix, et c'est ce qui justifie le titre, a été notamment d'inscrire la langue enseignée, le FLE, dans l'ensemble des pratiques linguistiques des futurs participants. Enfin, en dernier, et en guise de conclusion, je poserai la question de l'innovation et de la mise en place de ce type de dispositif et plus particulièrement de ce prototype. Pour présenter le contexte, le MOOC Parole de FLE est le 4e projet de MOOC de l'Université de Nantes. Au niveau institutionnel, le parti pris était de sélectionner quelques projets de MOOC qui visaient à recueillir des retours d'expérience avant une production plus importante. Le MOOC propose donc des cours pour des participants d'un niveau B1 acquis. C'est un MOOC de français langue étrangère. Ce niveau B1 tombait bien puisque au moment de la décision du projet, nous ne savions pas qu'un autre MOOC était en préparation, celui de l'Alliance française. Donc il est de niveau A2 et il est ouvert en ce moment. Donc les participants peuvent avoir un niveau B1 acquis, bien sûr, mais aussi plus, donc B2, C1, C2. Et l'autre particularité, bien sûr, du contexte, c'est qu'un MOOC est ouvert sur une période donnée. Donc nous avons choisi 5 semaines avec un temps de travail estimé d'environ 2h30, ce qui ne fait pas énormément de travail. Alors, les MOOC sont l'objet de nombreuses critiques, et l'image présentée ici est un petit peu provocatrice, mais ces critiques sont sans doute justifiées. Je n'aurai pas ici le temps de revenir sur l'historique, mais en bref, ils sont perçus souvent comme une forme nouvelle, ou pas, de formation ouverte à distance. Ils sont donc accusés de ne faire que remettre au goût du jour les mêmes questionnements, voire les mêmes échecs qu'a connus la formation à distance. On peut aussi considérer les MOOC comme étant le 3e étage d'un édifice dont le premier serait l'introduction du e-learning avec les plateformes, la mise en place des plateformes, comme les plateformes Moodle notamment, et qui sont maintenant largement diffusées. Le 2e étage serait les UNT, les universités numériques thématiques. Alors la question, c'est de savoir si c'est juste un effet de mode. Est-ce que l'on doit passer finalement du tout MOOC avec cet effet de mode, les nombreux articles qui ont été écrits sur les MOOC, au pas de MOOC? Alors pour revenir un petit peu sur une définition, je retiendrai celle de Christian Keinec. Un MOOC, finalement, c'est de l'enseignement à distance, accompagné essentiellement d'évaluations à distance, éventuellement associé à des réseaux sociaux qui favorisent les échanges entre les participants. On peut aussi reprendre les propos de François Mangenot, qui cite Éric Bruyard, qui définit les MOOC comme un nouvel avatar des machines à enseigner ou de la société sans école de Illich. Pourtant, il semble qu'il est intéressant d'analyser un petit peu, d'aller un petit peu plus loin sur ce phénomène de MOOC. Donc si les MOOC réellement ne marquent pas de rupture en termes de dispositifs, ni en termes de contenu, alors s'il y a innovation, elle n'est peut-être ni dans la technologie. On parle d'ailleurs d'un effet plateforme à propos des MOOC, à propos de la technologie qui est développée derrière les MOOC, ni dans les contenus. Mais s'il continue d'exister, c'est peut-être parce que cette innovation, elle est nécessairement ailleurs, et on peut émettre l'hypothèse qu'elle se situe dans l'appropriation ou l'adoption par les apprenants des dispositifs, de ce type de dispositifs, et dans l'usage qu'ils en font. Alors, pour revenir un petit peu sur le prototype
et sur la recherche. Il s'agit de mieux comprendre la place que peut occuper un MOOC de langue dans le paysage des formations en langue universitaire à un niveau macro, les effets du MOOC sur les processus enseignement et de comprendre l'expérience d'apprentissage des participants. Alors, le cadre de la recherche, c'est au niveau... donc c'est une recherche en didactique des langues et des cultures avec un cadre théorique général qui s'appuie sur le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme de Vygotsky, pour une compréhension des relations entre les interactions sociales et le changement cognitif d'un individu. Alors bien sûr, comme c'est un contexte, c'est une situation assez complexe, il est nécessaire de faire appel à des savoirs théoriques complémentaires, empruntés, notamment aux sciences cognitives, pour le fonctionnement métalinguistique, le métalangage, à la psycholinguistique, aux sciences du langage, etc. Alors, pour revenir toujours sur le contexte, essayer d'établir. Alors au début, lorsque nous avons réfléchi à la conception, nous avons essayé de voir s'il pouvait exister une typologie et essayer d'établir une typologie des MOOC, ça paraît assez vain parce qu'il en existe différentes sortes. Dans les journaux, on a parlé de X-MOOC, ce sont ces MOOC dits transmissifs qui sont encore accusés de prodiguer un enseignement purement transmissif. Les C-MOOC, on a parlé du connectivisme, mais là encore, je crois qu'il faut relativiser parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut réellement appeler connectivisme ? Et puis, dans les recherches que j'ai faites sur ce type de dispositif, j'ai trouvé IMOOC pour Investigator MOOC et LMOOC pour MOOC de langue. Finalement, lorsque l'on va un petit peu plus loin, on se rend compte que un MOOC, c'est juste un dispositif qui reflète plutôt la matière enseignée et personnalisée par chaque enseignant-concepteur. Après tout, peut-être que certaines matières peuvent être mieux transmises dans des MOOC transmissifs. Alors néanmoins, il y a 2 points qui semblent assez importants que l'on peut mettre en exergue lorsque on se pose la question sur ce type de prototype ou de dispositif pour l'instant, c'est l'aspect massif. Alors à l'heure actuelle, sur le MOOC de FLE qui va bientôt commencer, donc il va commencer le 2 novembre, il y avait, au moment où j'ai rédigé la présentation, 4800, il y en a 5100 aujourd'hui. Je crois que je m'étais dit que j'arrêterais de compter à 5000. Donc c'est sûr que ce sont des chiffres qui font un petit peu, pas peur, mais qu'est-ce que ça représente finalement, 5000 participants. Alors, il semble nécessaire en fait de bien interpréter ces chiffres et c'est là la complexité un petit peu de ce type de dispositif, me semble-t-il. On peut choisir en fait sur l'aspect massif, on peut avoir plusieurs positionnements. On peut se dire, ben voilà, ça veut dire que ma matière, comme j'ai trouvé à propos d'un auteur qui écrivait sur son MOOC, qui disait, ben voilà, ça veut dire que ma matière, non pas forcément mon enseignement, mais ma matière a du succès. Mais on peut aussi relativiser ces chiffres parce que ce qui est critiqué à propos des MOOC, c'est qu'on a des chiffres assez extraordinaires et puis finalement, on a un taux d'abandon qui est assez important. On peut avoir jusqu'à seulement 4% des participants qui vont suivre le MOOC jusqu'au bout. Alors là aussi, il faut se poser la question peut-être de savoir interpréter ce que c'est que ce taux d'abandon. Mathieu Cizel, qui a étudié un petit peu les motivations sur les MOOC, revient un petit peu sur cette dénomination de taux d'abandon. Est-ce que l'on doit parler de taux d'abandon ou est-ce qu'on pourrait plutôt utiliser un terme plus approprié, c'est-à-dire de taux de complétion
Et donc, savoir interpréter les motivations et la démarche en fait d'apprentissage qui est à l'origine voilà, des inscriptions à un MOOC est relativement importante. Il y a aussi une autre question qui est assez importante, c'est le taux, ce qu'on appelle le taux de no-show. Là encore, c'est Mathieu Cizel qui a mis ça un petit peu en exergue, c'est-à-dire, c'est un terme que l'on emploie dans les hôtels pour parler des visiteurs qui ne viendront jamais, finalement, les participants qui s'inscrivent, mais ne participeront jamais. Alors la question, c'est aussi de savoir si l'observation passive, parce qu'il y a une question d'engagement, de motivation qu'on essaye de mesurer à travers les MOOC, c'est savoir si l'observation passive, est-ce qu'elle signifie réellement que l'on n'apprend pas? Bon, ce sont des questions que je pose, hein, ce ne sont pas des affirmations. Alors, il reste encore à définir ce que c'est que cet objet MOOC. Meuglin parle d'épiphénomène. Et ce terme est assez intéressant parce que comment inscrire cet objet finalement dans un parcours de formation? À l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'expérimentations avec l'insertion de MOOC finalement sur le principe de classe inversée. Et donc une certaine recherche pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de dispositif. Alors se poser la question sur ce phénomène, cet épiphénomène, et puis surtout en construisant finalement un prototype et en essayant de voir comment fonctionne, de mieux comprendre ce prototype, essayer de vérifier un petit peu la validité du modèle. Alors sur ce schéma, j'ai essayé de reprendre des caractéristiques qui semblait particulière à l'environnement d'un MOOC, que je regrouperai un petit peu plus, de manière un petit peu plus concentrée, à savoir que la connaissance et les objectifs d'apprentissage sont construits par l'apprenant. Ça, c'est quelque chose qui est assez important, hein, si on fait la différence par rapport à une formation, notamment universitaire. L'environnement se caractérise par un enseignement qui est centré sur l'apprenant, justement pour répondre à la question du massif, avec un prérequis, parce que l'on voit que les participants qui suivent ce type de formation jusqu'à la fin, ce sont quand même des personnes qui ont une bonne maîtrise de l'environnement d'apprentissage. Alors les pairs jouent aussi un rôle fondamental, tant au niveau de l'évaluation que parfois au niveau de la création de contenu. Et ça, c'est une différence relativement importante. Peut-être le troisième point qui me paraît important, c'est que les interactions, elles ne sont pas centrées à l'intérieur de la plateforme, mais elles sont distribuées. C'est-à-dire que ce qui peut se passer en dehors d'un MOOC peut être aussi important que ce qui va se passer au sein même de la plateforme. Alors, la deuxième contrainte du MOOC, je dirais pour un concepteur, c'est la contrainte technologique. Elle est très importante. On pourrait parler de tension un petit peu techno-pédagogique, parce que les plateformes qui sont fournies, et notamment celles qui soutient tous les MOOC qui sont développés par FUN, par donc le ministère dans l'enseignement supérieur, se basent sur un type de plateforme EDX, et il y a une certaine linéarité, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont développées pour un enseignement plus ou moins linéaire. Alors, nous avons tenté, dans la conception de MOOC, de répondre pas seulement à ces deux contraintes, mais principalement quand même à ces deux contraintes, sur finalement l'aspect massif et la linéarité de la plateforme. Donc contourner l'apprentissage linéaire en essayant de structurer
déstructurer plutôt pour mieux structurer et en essayant de créer des circonstances organisantes avec un principe de macro-tâches. Donc là, on est très classique, hein, macro-tâches, micro-tâches, mais avec une macro-tâche qui fonctionne comme un exercice de résolution de problèmes et un traitement du sens et non de la forme. Les micro-tâches sont proposées, donc ça c'est quelque chose, je reviendrai sur la structure du dispositif après, elles sont proposées, elles ne sont pas imposées, et les micro-tâches en fait elles permettent aux participants de travailler sur des aspects plus micro de la langue au niveau notamment linguistique, phonétique, etc. L'une des grosses difficultés, c'est au niveau du feedback. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on fournit un feedback à 5000 personnes. C'est assez compliqué. Alors nous avons réfléchi à un principe de feedback qui se distribuerait au niveau des pairs avec les forums, avec des questions qui sont posées, avec la possibilité, bien sûr, dans ces forums, de fournir des ressources complémentaires, de consulter des ressources complémentaires et des questionnaires, mais ça aussi je reviendrai un petit peu dessus, rétroactifs, automatisés, mais qui envoient et qui essayent justement de prendre en compte les différences de parcours des différents participants. Et donc à chaque fois, toujours la possibilité de pouvoir discuter et de revenir sur les questions qui posent problème, donc entre pairs. Et le dernier étage finalement de ce feedback, ce sont les enseignants, enfin l'enseignante et puis les tuteurs qui peuvent éventuellement intervenir au dernier niveau. Voilà. Donc il s'agit finalement d'utiliser le média technologique comme un moyen de réfléchir à la langue. Parce que sur un MOOC de 5 semaines, ce qui est proposé principalement, c'est de réfléchir aux stratégies que les participants peuvent mettre en œuvre pour apprendre la langue. Donc corriger, analyser, manipuler pour produire du sens. Alors les ressources, elles ont été créées bien sûr en essayant de tenir compte d'un contexte, en essayant d'avoir une démarche proactive, mais sans réellement savoir ce qui va se passer. Parce qu'un MOOC, dans le MOOC, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez hasardeux. Donc, nous avons essayé de prendre en compte la variabilité des stratégies, des usages, des profils linguistiques des apprenants. Donc voici un récapitulatif du dispositif. Chaque semaine est proposée une tâche principale, un défi. L'entraînement au défi sous forme de micro-tâches, là aussi, est proposé. Par contre, le défi, lui, est soumis à une évaluation par les pairs. C'est le fait de réaliser le défi qui va permettre de délivrer une attestation de suivi, éventuellement si elle est nécessaire. Par contre, les micro-tâches, elles sont proposées et elles sont sélectionnées par les apprenants. Chaque semaine, un bilan de fin de semaine avec des questionnaires, et comme on l'a vu, un petit peu une évaluation formative et d'autres micro-tâches pour aller plus loin. Ce qui n'est pas marqué ici, c'est que aussi il y a un bilan avec en fait une vidéo qui est proposée à ce niveau. Alors c'est pas totalement automatisé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vidéos qu'il y a dans les MOOC où en général l'enseignant parle, tourne des vidéos, ici dans ce dispositif ont été remplacées par des vidéos et qui permettent de travailler principalement la compréhension de l'oral. Donc ce ne sont pas des vidéos de l'enseignant. Voilà. Alors, pour revenir au sujet principal, c'est de se poser la question finalement du
plurilinguisme, c'est-à-dire que profiter finalement du fait que les MOOC se situent, sont des épiphénomènes, pour essayer de s'éloigner un petit peu des curriculums et de revenir sur l'aspect central de la langue, c'est-à-dire que ce qu'on peut retrouver parfois dans l'enseignement du FLE, c'est que même si on essaye de prendre en compte les différentes langues, les profils linguistiques des apprenants, bien entendu, ce n'est pas toujours évident. On propose aux apprenants de discuter, de parler un petit peu de leur plurilinguisme, mais ce n'est pas une tâche évidente. Donc, nous avons choisi de proposer différentes possibilités et d'inclure un petit peu plus le FLE dans une didactique du plurilinguisme. Alors, notamment, j'essaye d'accélérer un petit peu, pour mettre en place ces principes, nous nous sommes basés notamment sur les travaux de Gilles Forlot, de Jean-Michel Robert, pour l'appui sur l'anglais comme langue de transfert, mais aussi sur les recherches, bien sûr, en psychotypologie, en psycholinguistique, qui révèlent en fait le facteur L2, le rôle que peut jouer la L2, à la fois en tant qu'interférence, parfois, mais aussi comme soutien à l'acquisition de la L3. Et bien entendu sur les projets Eurocom, etc. Donc nous avons créé donc une macro-tâche, par exemple. Là, c'est quelque chose qui se retrouve principalement à la semaine 3, mais qui sont en réalité distribués tout au long du dispositif, suggérés et proposés. Alors, sur la semaine 3, nous proposons de rédiger un article de synthèse avec pour thème, en fait, le contact entre les langues. Et les micro-tâches permettent finalement d'expérimenter, de voir, de mieux comprendre ce que c'est que finalement ce contact entre les langues. Donc les micro-tâches, elles ont pour rôle de questionner la langue, pas simplement en utilisant l'anglais finalement avec une transparence lexicale à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et pour réaliser en fait ces micro-tâches, elles ont été faites à partir de pré-tests qui ont été faites dans un contexte d'enseignement de FLE. Avec les résultats des pré-tests, il nous a semblé qu'il était possible et envisageable d'utiliser la transparence lexicale de l'anglais, notamment à l'oral y compris. Parce que ce qui est ressorti, c'est que pour les participants, elle semblait pertinente à l'écrit, mais aussi à l'oral. Pour mettre en place ces micro-tâches, il y a bien sûr, on reprend le principe de traitement de sens, avec l'aspect procédural qui va être mis en œuvre, une analyse contrastive pour essayer de mieux comprendre justement les différences, mais aussi ce qui peut être similaire. Et surtout d'éviter les QCM, les textes à trous, etc. Donc classer, trier, mais tout cela au choix de l'apprenant. Donc un repérage à l'écrit, à l'oral, en étudiant les rythmes, les différences de rythme, la prosodie, un travail sur le lexique, la mémoire visuelle, les correspondances, etc. Alors, il ne fallait pas s'arrêter sur l'anglais parce que, en fait, les micro-tâches sur l'anglais, notamment, permettent aussi d'ouvrir sur d'autres langues européennes. Donc, notamment l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien, etc., avec un travail sur le lexique, sur les préfixes, les suffixes communs, sur les faux amis partiels, totolei, et puis, comme je l'ai dit, sur la phonologie. Voilà. Et donc les discussions permettent de générer de nouvelles discussions, de vérifier un petit peu la pertinence aussi de ces micro-tâches. Alors en conclusion,
Le dispositif que nous avons construit cherche à fournir des outils qui ancrent l'enseignement du FLE dans une didactique des langues, comme on l'a vu, mais une didactique des langues qui va vers autre chose, pour reprendre la communication de Jean-Paul et de Marie-Françoise Narcicombe. Il vise à favoriser une meilleure sensibilité métalinguistique et à savoir si ce MOOC crée un environnement d'apprentissage innovant. Et si on considère ces environnements, ces formes d'apprentissage comme le troisième étage des améliorations technologiques précédentes, il est alors utile de chercher à mieux comprendre si la mise à disposition de contenus multimédia qui granularise l'apprentissage en découpant le contenu peut générer des parcours individualisés dans un contexte relativement informel. Alors, il est nécessaire pour les MOOC de développer une méthodologie spécifique, parce que là aussi, la plateforme est très contraignante pour le recueil de données. Mais pour essayer de valider un petit peu, de voir la pertinence, bien sûr, on travaille sur des questionnaires, sur les forums, sur les traces, essayer de vérifier le nombre de fois que tel contenu a été consulté, utilisé, etc. Alors, développer les recherches sur l'environnement des MOOC de langue et plus spécifiquement sur les MOOC en tant que dispositif ou parcours de formation peut permettre de mieux situer et de mieux comprendre en fait quelle place on peut donner aux pairs avec des pairs qui sont bien sûr assistés de l'enseignant. Toute cette recherche permet de réfléchir justement à l'innovation, à savoir s'il y a innovation ou pas. Voilà, merci. Je m'excuse de vous avoir un peu précipité. Non, vous avez raison. Moi, j'ai été obligée de un petit peu couper. Désolée. Fatima Sakran, qui nous vient de l'université Ali Mohamed Mouhadji en Algérie. Je vous invite à venir nous présenter vos recherches sur les effets des échanges verbaux sur la production de textes explicatifs en L2 en contexte plurilingue. Merci. Honorable assistance, bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une communication intitulée « Effet des échanges verbaux sur la production de textes explicatifs en langue 2 en contexte plurilingue ». Et c'est le contexte algérien qui est plurilingue par excellence. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, nous retraçons l'architecture, brièvement l'architecture de notre communication. Donc là, nous faisons une introduction générale pour passer ensuite au cadre de la recherche. Nous exposons la problématique et les objectifs de la recherche après, et le cadre théorique sur lequel nous nous sommes appuyés pour mener notre recherche, et les principales hypothèses que nous avons émises. Ensuite, la méthode. Nous exposons ensuite les résultats et l'analyse de ces mêmes résultats pour ensuite les discuter. Et puis, nous aurons les limites de la recherche et enfin, bilan et perspective. Alors, notre recherche se situe dans le cadre de la didactique cognitive expérimentale et traite de la problématique de la production de textes explicatifs en langue 2 en contexte plurilingue chez les étudiants algériens. Donc, nous allons voir comment les interactions verbales des interactants peuvent jouer un rôle dans l'activité cognitive rédactionnelle de textes explicatifs en L2. Nous sommes partis dans notre recherche de deux constats. Premièrement, nous avons constaté que l'activité de production de textes explicatifs révèle une insuffisance de connaissances thématiques, c'est-à-dire des connaissances sur le topic, des connaissances sur le domaine et des connaissances sur la langue, des connaissances linguistiques chez les étudiants algériens de filière française.
Produire un texte explicatif, on est le 2, est une activité cognitive complexe qui nécessite en effet d'activer des connaissances thématiques, des connaissances linguistiques, des connaissances lexicales généralement très spécialisées et des connaissances référentielles peu familières pour les apprenants. C'est pourquoi cette activité de production de textes explicatifs est encore plus difficile en L2 et c'est le cas du français langue étrangère en Algérie, d'où l'intérêt justement de concevoir des aides à l'activation de concevoir et de valider des aides à l'activation des connaissances thématiques et linguistiques. Le deuxième constat, donc, comme nous l'avons dit, cette activité donc, de production écrite, comme vous le savez tous, ne se réduit pas uniquement au traitement de questions orthographiques et grammaticales, mais elle mobilise d'abord. Elle doit mobiliser un certain nombre de processus cognitifs de haut niveau, comme la planification, la mise au mot et la révision. Or, ces activités cognitives ne sont jamais ou n'ont jamais été enseignées à l'université algérienne, ce qui explique encore plus la difficulté des étudiants dans ce type de tâches. Alors, là, je voudrais souligner un point très très important qui est le contexte algérien. C'est un contexte plurilingue, par excellence. Justement, il faut s'interroger sur le statut de la langue française en Algérie. Au fait, le français est à la recherche d'un statut. Il est considéré comme étant une langue étrangère, mais dans les textes officiels. Alors, si on s'appuie sur la définition de Jean-Pierre Cuc, une langue étrangère, c'est une langue qui ne fait pas partie de la communication des locuteurs. Or, le français continue toujours à faire partie du répertoire verbal des Algériens. Il n'est pas langue seconde, on dit L2, la deuxième langue, mais on ne dit pas une langue seconde. Pourquoi? Parce que la langue seconde, c'est la langue de l'enseignement. Alors que les filières ne sont pas toutes enseignées en français en Algérie. C'est le cas, par exemple, du Tamazirt, par exemple, histoire géo, psychologie, sociologie, etc. Certaines filières sont enseignées en français, et c'est comme la médecine, la pharmacie, etc. Mais ce ne sont pas toutes les filières dont l'enseignement est dispensé en français. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas dire que le français est une langue seconde en Algérie et n'est pas langue maternelle. Langue maternelle, donc nous avons l'arabe dialectal et le tamazirt en général. Le tamazirt qui comprend plusieurs variétés linguistiques, c'est le chaoui, le kabyle, le tergui, le mouzabite, le chlah, etc., etc. Alors, notre problématique s'articule autour de la question suivante. Quel est l'effet du travail collaboratif sur l'activation des processus de mise au mot et sur la qualité des textes produits? Notre recherche vise à étudier, d'une part, le rôle des connaissances discursives et thématiques dans les interactions verbales des interactants et d'autre part, l'effet de ces interactions sur l'activation des processus de mise au mot et sur la qualité des textes produits. En d'autres termes, donc, le but de notre recherche est d'évaluer l'effet de la coécriture en binôme sur la production de textes explicatifs en fonction de deux types de connaissances, thématiques et linguistiques. Alors, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de travaux de recherche ayant eu pour objet l'étude de la situation linguistique en Algérie, la situation linguistique ou la situation d'enseignement-apprentissage du français en Algérie. Nous nous sommes référés aussi aux travaux de recherche qui ont montré un effet positif des interactions sur les processus cognitifs et sur la production de textes explicatifs en général. Les principales hypothèses que nous avons émises, donc il y a trois questions de recherche.
La première question de recherche concerne l'effet des échanges verbaux entre pairs sur l'activation des processus de planification et de replanification. Quand on dit planification, donc c'est l'ensemble des participants qui planifient. Ensuite, ils replanifient parce qu'ils auront à lire un texte d'aide après. Donc, nous allons voir tout ça après. Nous avons fait 2 hypothèses. La première, donc nous avons fait l'hypothèse selon laquelle la lecture de textes d'aide facilite l'activation des idées pertinentes. Et la deuxième hypothèse, nous avons donc formulé l'hypothèse selon laquelle les performances réalisées en binôme seront meilleures que celles réalisées en individuel. La deuxième question de recherche qui concerne le rôle des interactions verbales, les interactions verbales dans l'activation des processus de mise au mot. Comme je vous ai signalé tout à l'heure, donc il y a 3 processus, il y a planification, mise au mot et révision. Mais nous sommes quand même focalisés beaucoup plus sur le processus de mise au mot. Alors, le rôle des interactions verbales dans l'activation des processus de mise au mot de texte explicatif en L2 en contexte plurilingue. Et nous avons supposé un effet du travail en binôme sur la facilitation des processus de mise au mot de texte explicatif en L2 et au niveau du contenu sémantique et au niveau de la surface textuelle. La troisième question de recherche liée à l'effet des interactions des participants et du type de binôme sur la qualité des textes produits, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle la qualité du texte varie en fonction du type de binôme. Et là, donc, nous avons constitué des binômes, 3 types de binômes, mais en fonction des connaissances, en fonction de la maîtrise de la langue et des connaissances thématiques. Nous verrons tout ça après. Donc pour les participants, nous avons 2 groupes de participants, 2 groupes de sujets qui ont participé à notre expérience. Et après une recherche individuelle d'idées, donc l'ensemble des participants hiérarchise et sélectionne les idées pertinentes, puis écrit un premier jet du texte explicatif. Pour la méthode d'analyse, donc, nous nous sommes appuyés sur l'analyse propositionnelle prédicative de Guy-Danyer et de Kinch. Et pour les unités d'analyse, nous avons 2 variables de recherche qui sont le nombre de propositions sémantiques produites et le niveau de pertinence de ces propositions dans les tâches de hiérarchisation et de sélection des informations. Nous avons donc le niveau de pertinence, et là j'aimerais souligner un point très important. On peut s'interroger sur cette notion de pertinence. Comment peut-on juger que les propositions sont pertinentes ou peu pertinentes, moyennement pertinentes ou très pertinentes? Et là, donc, nous nous sommes référés à la méthode des juges. La méthode des juges. Donc, c'est vrai que cette pertinence, elle est évaluée de façon subjective. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes appuyés beaucoup plus sur la méthode des juges. Alors, les résultats, nous avons fait une analyse quantitative et analyse qualitative. Pour l'analyse quantitative, nous avons obtenu ce premier résultat qui indique que les 2 groupes, les sujets de 2 groupes, activent en moyenne le même nombre d'idées, et cela s'explique par le fait que les 2 groupes suivent le même cursus universitaire. Comme vous voyez ici, donc, le groupe 2, qui a travaillé en binôme, qui a travaillé en tandem, produit plus de connaissances ou d'informations très pertinentes que celui qui a travaillé en individuel. Et ainsi, les 2 hypothèses qui concernent la première question de recherche qui concerne justement l'effet de l'interaction sur la production des idées pertinentes a été validée ou ont été validées. Alors dans ce résultat, comme vous remarquez, donc c'est toujours le groupe 2 qui a travaillé en binôme, qui arrive à hiérarchiser et sélectionner les idées pertinentes de façon meilleure que le groupe qui a travaillé en individuel. Et donc, de cette façon, l'hypothèse a été aussi validée.
Pour l'analyse qualitative, comme vous voyez ici, vous avez syntaxe et stylistique qui concernent justement les connaissances linguistiques. Hein, comme je vous l'ai dit, vous avez connaissances linguistiques et thématiques qui sont nécessaires justement à la production de textes explicatifs. Et puis on remarque que le deuxième groupe, toujours, qui a travaillé en interaction, produit plus de connaissances linguistiques que le groupe qui a travaillé en individuel. Et l'hypothèse 2 a été validée, et puis les participants maintenant du groupe 2 ayant travaillé en binôme ont réalisé de meilleures performances linguistiques que ceux qui ont travaillé en individuel. Pareil donc pour les connaissances sémantiques. Maintenant, on a étudié l'interaction entre les connaissances sémantiques et les connaissances linguistiques. Et nous nous sommes rendus compte que le groupe 2, qui a travaillé en interaction, a produit plus de connaissances sémantiques et linguistiques que le groupe 1 qui a travaillé en individuel. Et l'hypothèse a été ainsi validée. Maintenant, les 3 types de binômes, G3, G4, G5, nous avons constitué des types de binômes, mais en fonction des connaissances linguistiques et connaissances thématiques. Le premier binôme, c'est un binôme qui est fort en langue, c'est-à-dire un binôme qui a de bonnes connaissances sur la langue. Un autre binôme qui a des connaissances thématiques, des connaissances sur le domaine. Et un autre binôme, un binôme mixte. Un sujet qui maîtrise la langue avec un autre sujet qui a de bonnes connaissances sur le domaine. Et puis, nous nous sommes rendus compte que c'est le binôme mixte, le G5, qui arrive à rédiger un texte explicatif de meilleure qualité au niveau du contenu sémantique et au niveau de la surface textuelle. Il arrive à réaliser de meilleures performances par rapport aux 2 autres types de binômes. Alors, les résultats auxquels nous sommes parvenus, les résultats obtenus dans le cadre de notre recherche, nous ont conduit d'une part à rendre compte des effets de certains facteurs liés à la situation d'enseignement, apprentissage en langue étrangère en contexte plurilingue sur la production de textes explicatifs et d'autre part à ouvrir de nouvelles perspectives dans le cadre de la recherche didactique en contexte plurilingue. Ils indiquent que les aides didactiques telles que la lecture de textes d'aide et le travail en binôme, le travail collaboratif, sont essentiels à la construction de nouvelles connaissances scientifiques et à la production de textes explicatifs. Et que le travail collaboratif permet au sujet de produire des textes explicatifs de meilleure qualité au niveau du contenu sémantique et au niveau de la surface textuelle. Il y a un nouveau paramètre auquel on ne s'est pas du tout attendu, mais qui a émergé comme ça, oui, je ne vais pas tarder, qui a émergé dans notre recherche, c'est le paramètre de la langue maternelle, l'utilisation de la langue maternelle. Alors, je me suis aperçue à un moment donné, lors de mon expérimentation, que certains sujets ont échangé en langue maternelle. Et là, ça les a vraiment aidés à activer plus de connaissances et à produire des textes explicatifs de meilleure qualité. Donc là, cette langue maternelle nous permet de nous inscrire pleinement dans une optique véritablement interculturelle, et puis on se rend compte à la fin que cette langue maternelle, elle n'est pas à proscrire ni à exclure, au contraire, elle doit être prise en compte dans l'apprentissage des langues étrangères ou l'apprentissage de nouvelles langues en général. Limites de la recherche, comme toute recherche, notre recherche présente bien évidemment des limites. Donc on aurait aimé travailler encore plus sur le processus de planification et de révision et de vérifier aussi certains facteurs qui jouent un rôle positif dans l'activation des processus de planification et de révision. Mais nous nous sommes focalisés beaucoup plus sur le processus de mise au mot. Il serait nécessaire dans d'autres recherches ultérieures de développer justement
ces deux processus, planification et révision, pour voir que pourrait jouer le rôle des interactions verbales dans ces deux types de processus. Enfin, bilan et perspective. Pour conclure, bilan et perspective, donc notre travail devrait contribuer à l'analyse des activités d'apprentissage en relation avec les connaissances linguistiques et scientifiques des sujets. Il doit constituer aussi une base pour la conception d'une didactique cognitive efficace de la production et de l'apprentissage en L2 en contexte plurilingue. Il doit permettre aussi d'envisager une problématique de l'apprentissage en langue seconde dans les situations plurilingues. Ça, c'est très, très important aussi. Hein, quand on envisage un apprentissage en langue seconde, mais dans des situations plurilingues. Il doit ouvrir de nouvelles perspectives pour la nouvelle littératie en contexte plurilingue. Il doit certainement aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour l'utilisation de la L1, la langue maternelle, et de la collaboration dans les nouveaux espaces d'apprentissage qu'offrent les TIS et Internet. Il doit être considéré comme une conception d'une problématique socio-cognitive du rôle des inégalités dans l'apprentissage dans le contexte plurilingue algérien. Ici, on parle des pairs, par exemple, comme je viens de le dire, des pairs, mais dont les compétences sont inégales. C'est-à-dire un sujet qui est fort, un sujet qui est faible, et puis c'est les forts qui aident les plus faibles pour avancer dans l'apprentissage, etc. Je conclus avec une très jolie expression. La langue maternelle est nécessaire, mais non indispensable pour l'amélioration de la qualité de la production écrite en L2. Merci de votre attention. Bien, merci donc pour votre présentation. Donc, il s'agissait bien d'un cours de langue qui accompagne un cursus en français. Oui. Hein, dans quelle faculté ? C'est l'École normale supérieure d'Alger. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y enseigne en particulier ? C'est de la formation de scientifiques, d'enseignants ? C'est une formation pour les étudiants qui sont destinés à enseigner le français dans les collèges et les lycées en Algérie. D'accord, hein, voilà, pour nous resituer. Bien, des questions ? Oui. Vous pouvez... Merci. Alors, c'est par rapport à votre limite et de la recherche. Et vous avez fait une observation, vous avez observé vos étudiants lors de la rédaction du document. Oui. D'accord. Et je voulais vous demander, par exemple, dans les binômes où il y a un étudiant qui connaît bien la thématique, mais peut-être il est faible au niveau linguistique, et l'autre étudiant qui connaît bien la langue, mais qui ne connaît pas la thématique pas très bien. Et quel était le processus de négociation? Qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à cette négociation de personnes qui possèdent deux connaissances un peu différentes? Comment se tissait cette coopération? Est-ce que vous avez pu observer cela? Oui, c'est une question très très importante. Au fait, c'est moi qui ai filmé justement, qui ai enregistré les interactions verbales des interactants lors de l'expérimentation. Et du coup, je me suis aperçue effectivement que les étudiants qui avaient une bonne maîtrise de la langue, ou bien le sujet qui a une bonne maîtrise de la langue, il a aidé justement son camarade. Il l'a aidé pour que ce dernier formule bien ses connaissances thématiques. Donc là, il y a eu quand même un mariage entre la langue et le topic, entre les connaissances linguistiques et les connaissances sur le topic. Donc un sujet qui fournit plus de connaissances sur le thème et un autre qui s'occupe justement du décor, de l'ornement, du style, quoi. Et puis, on a eu le résultat
c'est-à-dire le binôme mixte, qui arrive à la fin à rédiger un très bon texte explicatif de meilleure qualité. Donc je suis coordinatrice, je précise juste, je suis coordinatrice pédagogique à Sciences Po Campus de Reims. Donc je m'occupe de l'organisation de la formation et par conséquent ma communication va porter sur l'organisation de cette formation et une expérience pédagogique que j'ai menée l'année dernière dans ce cadre et qui nous intéresse pour les raisons que je vais essayer de montrer. Donc depuis 2000, Sciences Po a choisi une franche ouverture à l'international qui est passée par une offre massive de cours en anglais pour s'assurer un flux croissant d'étudiants venant en France pour 6 mois ou pour 1 an ou pour 2 ans, dans le cadre ou bien d'un échange ou bien d'un double diplôme. L'institution propose plus de la moitié de ces cours en anglais et a même développé des campus anglophones, notamment celui de Reims où j'enseigne. Ce développement s'inscrit dans un mouvement plus global, une anglicisation des formations que Claude Truchot a pu analyser. Le phénomène, d'abord observable, dit-il, dans les pays d'Europe du Nord, s'est peu à peu répandu dans l'ensemble de l'Europe. Alors, ce choix relève d'une véritable politique linguistique et en tant que coordinatrice du français langue étrangère, ça m'a évidemment interrogée sur le rôle et du coup les objectifs de l'enseignement du français langue étrangère dans ce contexte spécifique donc de Sciences Po Campus de Reims, qui, comme je le disais, est un campus donc anglophone, donc où l'anglais est à la fois langue d'enseignement et langue de communication entre les étudiants. Donc, pour le dire autrement, comment est-ce que l'enseignement du FLE peut se positionner dans ce contexte et dans celui d'une politique linguistique qui, de plus, est en pleine mutation, puisque les documents d'orientation stratégique pour 2022 de Sciences Po passent du tout anglais à l'exigence de parcours bilingues, voire plurilingues. Et par conséquent, comment est-ce que cette réorientation se traduit dans l'offre de formation et que signifie donc créer des parcours bilingues ? Alors, dans cette communication, je vais d'abord m'attacher à définir la politique linguistique menée par Sciences Po et, comme je le disais, dans sa réorientation aussi. Ensuite, dans la mesure où mon objectif est de viser, enfin de cerner la place du français langue étrangère dans ce contexte, je vais décrire l'analyse des besoins à laquelle j'ai procédé et le dispositif pédagogique qui en a découlé. Et puis pour finir, je ferai le bilan de l'expérience à partir notamment de questionnaires remplis par les étudiants et puis d'observations directes. Alors, le contexte, pour commencer, donc l'internationalisation qu'a connue Sciences Po, je le rappelais tout à l'heure, depuis le début des années 2000, explique que les étudiants représentent aujourd'hui 46% du nombre total d'étudiants à Sciences Po et dans les campus, que ce soit à Paris ou dans les campus en région. Alors, depuis 2010, Sciences Po possède 6 campus en région, que j'ai récapitulé sur la slide, donc à Dijon, Le Havre, Nancy, Menton, Poitiers et Reims, donc en 2010, parmi lesquels 3 campus sont anglophones, c'est-à-dire délivrent une formation en anglais, et notamment donc celui de Reims. Ces campus, c'est pour ça que je le rappelais sur ce slide, n'ont pas d'autonomie juridique ou organisationnelle, puisqu'ils dépendent tous de la direction des études centrales et notamment du collège universitaire, puisque ce sont des formations destinées à des premières et deuxièmes années, donc à un premier cycle. Donc, avant d'en venir au campus de Reims, donc, je vais décrire la politique linguistique de Sciences Po, puisque, encore une fois, les campus n'ont pas d'autonomie et qu'ils sont donc soumis à cette politique générale. À Paris, donc, ce sont les étudiants en échange qui représentent les étudiants internationaux et donc qui représentent l'internationalisation de l'institution. Ces étudiants donc, viennent pour 1 ou 2 semestres et à partir des statistiques que j'ai analysées, fournies par l'institution, on peut faire 4 constats. Le premier constat, c'est la forte augmentation de leur nombre, comme vous pouvez le constater, 746 en 2010 contre 1077 en 2014. Deuxième constat, donc leur pays d'origine. Ils viennent pour presque la moitié de pays anglophones, sur les 1077 étudiants. Donc les États-Unis envoient 250 étudiants, le Royaume-Uni 121, le Canada 67.
Ces étudiants, troisième constat, choisissent massivement parmi les 3 programmes proposés. Il y a un programme anglophone, un programme francophone et un programme mixte ou bilingue. Les étudiants choisissent massivement, ces étudiants en échange choisissent massivement le programme anglophone avec plus de 47%. Et enfin, 4e constat, donc, ils sont, c'est la conséquence directe, surreprésentés dans les cours en anglais. Ils sont 69% des étudiants dans les séminaires en anglais contre 36% dans les séminaires en français et 91,5% dans les cours magistraux en anglais contre 14% dans les cours magistraux en français. Alors, quelles conclusions tirer de ce constat? 2 conclusions, à mon sens. D'une part, de manière assez évidente, ce que je disais en introduction, à savoir que l'internationalisation est clairement passée par le choix de l'anglais, et la demande concernant les parcours bilingues fait pression de manière directe sur la sélection des enseignements. On constate chaque année que 5 cours délivrés en français ferment pour ces raisons-là. Deuxième élément de conclusion, la notion d'échange apparaît comme un petit peu dévoyée dans la mesure où des étudiants majoritairement anglophones se retrouvent entre eux dans des cours en anglais créés en grande partie pour eux, mais en France. C'est évident que la question de l'apport ou linguistique ou culturel que l'échange suppose est malgré tout à interroger. Néanmoins, cette politique linguistique menée par Sciences Po, comme je disais tout à l'heure, est actuellement en pleine redéfinition, puisque les objectifs qui ont été publiés l'année dernière, donc pour 2022, donc ce document stratégique, insiste sur la nécessité de développer au contraire des parcours bilingues et donne au campus en région une place de choix dans ces nouveaux objectifs ou dans cette réorganisation, comme vous le voyez sur le slide, dans la citation que j'ai fait apparaître, puisque cette internationalisation concerne non seulement le recrutement des étudiants, mais l'offre proposée dans les cursus. Autrement dit, l'objectif donc de créer des parcours bilingues doit se traduire dans les propositions pédagogiques et dans l'offre de formation. Alors, ce qui m'amène à mon deuxième point, la réorientation de la politique linguistique et de manière plus précise la description spécifique du campus de Reims. Donc, le campus de Reims, comme je le rappelais tout à l'heure, est un campus anglophone, ou en tout cas l'été cette année, avant l'arrivée d'un nouveau programme qui lui est bilingue. Donc, 16 cours sur 21 sont dispensés en anglais. Et donc le campus compte 321 francophones ou bilingues contre 154 étudiants étrangers, donc suivant des cours de français, qui sont donc insérés dans le programme euro-américain. Alors ce programme, donc l'essentiel des étudiants, internationaux, 154 étudiants, ne sont donc pas comme à Paris des étudiants en échange qui restent seulement pour un semestre, mais des étudiants qui restent 2 ans, ce qui a évidemment un impact, comme je le disais, dans la possibilité de dessiner des cursus pour ces étudiants-là un peu plus stables, on va dire. Puisque, donc, comme je le disais, la majorité de ces étudiants internationaux restent 2 ans, toute la durée du collège universitaire, avant de faire leur 3e année dans une université en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Pour l'instant, la langue d'enseignement dominante, je le disais, est l'anglais, même si le projet est de transformer à terme le campus en campus bilingue, et ce notamment sous l'influence de l'arrivée d'autres programmes sur le campus qui, eux, ne sont pas anglophones, mais bien bilingues ou francophones. Alors, dans ce contexte que je viens de rappeler, se pose donc la question de la place du français et langue étrangère. Quand j'ai été recrutée donc, comme responsable pédagogique, c'est aussi ce à quoi on m'a confrontée, puisque on m'a donné comme objectif que les étudiants parviennent à un niveau de maîtrise, voire d'autonomie en langue française.
et deviennent donc à terme performants en anglais et en français suffisamment pour atteindre une situation de bilinguisme. Or, le volume horaire réel est le suivant. Donc 6 heures pour le niveau A0 à A2, 5 heures pour le niveau A2 à B1, 4 heures pour le niveau B1 à B2 et 2 heures hebdomadaires pour le niveau B2 à C1, ce qui est un volume qui reste assez faible au regard de l'objectif fixé. Par ailleurs, dans la mesure où les étudiants n'ont pas l'occasion d'utiliser le français à l'extérieur des cours, à l'extérieur du cours de français, puisque la langue d'étude et la langue de communication est l'anglais, l'expression orale et écrite est assez malaisée, voire carrément entravée pour ce public-là. Et par conséquent, j'ai proposé de donner comme horizon donc aux étudiants d'être intégrés peu à peu dans le parcours académique disons en français, j'ai proposé en fait de les intégrer dans des cours de spécialité que j'ai préalablement sélectionnés, de manière à ce que la langue ne soit plus un objet d'étude seulement, mais véritablement devienne un vecteur de pensée. Alors donc, à titre expérimental, l'année dernière, j'ai intégré des étudiants volontaires dans 2 cours de spécialité, donc l'un qui a un cours d'histoire, la guerre au XXe siècle, et le deuxième qui a un cours de sciences politiques, donc les 2 matières reines de Sciences Po. 2 cours qui ont été sélectionnés donc sur la base aussi de leur apport culturel et bien sûr du volontariat des enseignants concernés avec qui j'avais évidemment besoin de collaborer. Donc ce qui m'amène à mon 3e point, je vais décrire donc ce dispositif. Donc Véronique Castellotti, Daniel Coste et Dianelli Simone insistent sur le fait que la politique linguistique et les choix didactiques doivent être articulés. Et de fait, ce dispositif, me semble-t-il, est vraiment au cœur d'une telle articulation, traduisant dans la pratique, je dirais, de l'offre de formation et aussi dans un cours l'exigence institutionnelle et la politique linguistique que je rappelais tout à l'heure. Les cours en français donc, ont été conçus pour ces étudiants donc, de projet pilote comme un cours d'accompagnement que ma stagiaire et moi-même à l'époque avons monté au fur et à mesure du semestre et sur mesure. Donc je précise que dans la mesure où les étudiants étaient volontaires, leur niveau était assez hétérogène, comme cela apparaît. Également, deuxième précision importante, dans la mesure où ils étaient volontaires et où c'était un projet pilote, ils étaient extrêmement peu nombreux, puisqu'ils étaient donc 9 en tout, 3 dans l'un des cours et 6 dans l'autre. Ce qui, sur un volume total d'une classe de 15 et 20 élèves, fait déjà un nombre assez conséquent malgré tout. Alors, Goès et Mangiante préconisent, pour monter des cours de français sur objectifs universitaires, d'emprunter une démarche fausse. Et c'est la raison pour laquelle donc, je me suis appuyée pour l'analyse des besoins sur principalement deux questionnaires. Un questionnaire donc, distribué aux enseignants qu'ils m'ont fait parvenir avec leur PowerPoint et leurs modalités d'évaluation pour avoir une appréhension plus claire et de leur mode de fonctionnement et de leur mode d'évaluation et de leurs attentes. Et d'autre part, donc, j'ai proposé des entretiens individuels aux étudiants pour faire le point sur leurs propres attentes et sur leurs propres craintes, ou en tout cas sur ce qu'ils redoutaient particulièrement. Et ce qui ressortait et qui convergeait avec les observations que j'avais pu faire donc, au premier semestre concernant notamment concernait surtout la compréhension de l'oral, c'est-à-dire ce qu'exprimaient les étudiants, c'était une difficulté possible à pouvoir suivre d'abord ces cours-là, et cette peur est par ailleurs souvent formulée par un certain nombre de didacticiens qui soulignent la difficulté à suivre un cours magistral pour des raisons linguistiques ou socio-culturelles. C'est ce qu'a observé par exemple Catherine Carras à Lyon 2. Alors, par conséquent, on a d'abord conçu ce cours comme devant être centré sur des activités qui devaient donc compenser
ces carences exprimées ou supposées. Et donc, on allait en cours avec les étudiants, on filmait ce cours et on construisait en réaction à chaud, on va dire, un cours de français langue étrangère qui devait compléter le cours de spécialité et permettre aux étudiants non seulement de le suivre, mais aussi de s'exprimer à l'oral et à l'écrit de la manière la plus efficace possible, puisque, comme je le rappelais, c'est un de leurs points faibles. Ah oui, excusez-moi. Je voulais vous montrer du coup le type de syllabus auquel on a abouti. Même si c'est les 3 premières séances, il apparaît assez clairement que l'objectif est vraiment à la fois d'assurer la compréhension des étudiants, c'est toujours la première activité, le travail sur les notes de cours, la prise de notes, etc. Mais aussi de travailler sur des compréhensions orales et écrites qui permettent de retravailler le thème au centre du cours. Alors, il était compliqué d'anticiper une forme de cours à l'avance, même si, donc, comme je le disais, j'avais communiqué avec les enseignants et j'avais obtenu d'eux notamment leur PowerPoint et leur mode d'évaluation, ne serait-ce que parce que aussi bien ma stagiaire que moi-même n'avions pas de formation initiale dans ces domaines-là, et aussi parce que donc aussi nous en découvrions les enjeux et les formes réelles au fur et à mesure où on suivait le cours. Et de fait, la difficulté finalement ne s'est pas située comme anticipée par les étudiants et pas vraiment par nous-mêmes au moment de la compréhension, mais véritablement au moment de la production orale et écrite, de la production de la dissertation notamment pour le cours d'histoire et de l'exposé pour le deuxième cours. Alors, de fait, on avait négligé ces composantes extralinguistiques dont parle Catherine Carras dans Le Faux, c'est la classe de langue, en présupposant que ces étudiants qui, par ailleurs, suivaient des cours en anglais et avaient suivi toute une semaine d'intégration consacrée à la méthodologie, pourraient transférer de manière directe, simplement en changeant de langue, ces mêmes compétences méthodologiques. Et ça n'a pas du tout été le cas. Alors, ce qui m'amène au bilan, qui nous a permis aussi de réorienter l'offre de formation pour l'année prochaine. Donc, première chose qui est ressortie du bilan effectué, aussi bien de nos observations que du questionnaire, c'est la difficulté que je signalais tout à l'heure, à savoir que les étudiants ont mis en évidence leur difficulté à réaliser la dissertation qui leur était demandée et l'ont souligné. 2 des 5 étudiants qui ont répondu au questionnaire dans le cours d'histoire l'ont souligné et ont souligné le manque de travail en amont de notre part. Alors, cette remarque a confirmé un ressenti qu'on avait dans le moment où on a travaillé cette séquence en classe et nous a confirmé dans l'idée que ce cours d'accompagnement qui était vraiment conçu, comme je le disais, en réaction et à chaud, devait bien davantage devenir un cours de français sur objectif spécifique qui donnerait en amont tous les outils nécessaires aux étudiants pour qu'ils puissent devenir véritablement autonomes au moment où ils rencontraient tel ou tel type d'exercice, et notamment cet exercice de la dissertation. Deuxième constat qu'on a pu tirer de ce questionnaire. Ce deuxième constat touche plus directement à la question de l'autonomie et interroge le dispositif vraiment qu'on a mis en place. Les étudiants du cours notamment consacré aux institutions politiques françaises ont insisté sur l'importance du soutien moral, comme dit l'un des étudiants, que représentait le cours d'accompagnement. Et donc, en réponse à la question « Jugez-vous que le cours d'accompagnement a été utile pour vous aider à mieux comprendre le cours électif ?» Ils répondent « Le cours était vraiment très utile. Je pouvais vérifier si j'avais tout compris correctement dans le cours de
Monsieur Foucault. Même remarque un peu plus loin, hein, le cours est utile pour réviser le contenu du cours. Donc ce lien étroit entre le cours de discipline a été apprécié par les étudiants et considéré comme un facteur de réussite, mais l'accompagnement n'a pas vraiment mené à l'autonomie qu'on souhaitait, dans la mesure où les étudiants expriment une certaine forme de dépendance, hein, qui apparaît un petit peu plus tard dans les deux réponses que vous voyez s'afficher. Donc, le fait que les étudiants ne se considèrent pas comme autonomes en français, alors que c'était bien le but de ce cours, de manière à ce que justement ils puissent prendre en charge à terme une formation bilingue, c'est-à-dire prendre en autonomie eux-mêmes, hein, des cours de français et par conséquent atteindre les objectifs qui m'étaient fixés et qui leur étaient fixés, renforce, hein, la conclusion que je formulais tout à l'heure à l'issue du premier constat, à savoir qu'un cours de français sur objectif universitaire plus boîte à outils est véritablement nécessaire. Néanmoins, donc, dernier constat un peu plus positif, les deux questionnaires rendus par les étudiants intégrés au cours sur les institutions politiques soulignent les effets positifs et notamment sur l'effet motivation d'un cours de ce type. À la question « Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire à un cours électif en français ?», la première réponse donnée est le désir d'améliorer justement son niveau de français. Et à la question « Qu'est-ce que ce cours électif en français vous a apporté ?», l'une des étudiantes insiste sur le fait que ce cours lui a donné confiance, hein, c'est la citation que vous voyez s'afficher. Ce que j'ai vraiment retiré de ce cours, c'est plus de confiance. Je sais que je suis capable de parler français et même d'écrire en réponse à un examen dans cette langue. Voilà, donc de ce point de vue, hein, l'objectif pédagogique poursuivi est de mon point de vue assez bien rempli, à la condition, encore une fois, d'apporter les modifications que j'ai déjà signalées. Donc pour conclure, très rapidement, je vais vraiment conclure en 2 mots sur ce dispositif qui décrit l'immersion des étudiants dans des cours de spécialité en français grâce à un accompagnement d'abord pensé comme devant être sur mesure et puis, comme je le disais, sur le mode d'un cours de français sur objectif, mais spécifiquement centré sur les besoins de ces étudiants en sciences humaines et sur les cours, le matériau de cours que je récolte, que je continue à récolter maintenant. Premièrement, en effet, il recatégorise la langue, donc d'objet d'étude à vecteur de pensée. Deuxièmement, il nourrit la motivation des étudiants. Et troisièmement, il permettrait, transféré dans le contexte de Sciences Po Paris que je décrivais tout à l'heure, de redonner son sens à la notion d'échange qui, pour les étudiants en tout cas, qui viennent en France, donc non pas seulement étudier entre eux, mais véritablement dans une possibilité d'échange à la fois culturel et linguistique. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, je crois que vous nous avez donné déjà une nouvelle qui nous remplit d'aise, c'est qu'il y a une réorientation, parce que Sciences Po qui basculait complètement dans l'anglicisation totale. Donc, voilà, on va recueillir les questions. Est-ce que je peux me permettre de poser la mienne ? Qu'est-ce qui, selon vous, a amené Sciences Po Paris donc à changer son orientation ? En fait, pour beaucoup, je pense, c'est assez intuitif ce que je dis, mais j'ai entendu ça de nombreuses fois, donc je pense que c'est une des raisons assez fortes. L'argument, malgré tout, de l'apprentissage du français est un argument de vente, entre guillemets, assez fort dans les universités partenaires. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'étudiants passés notamment par Reims, on a eu... pour les étudiants qui sont passés par les campus anglophones, un certain nombre de retours négatifs d'entreprises qui ont embauché des étudiants, notamment sur la base du fait qu'ils avaient étudié en France, et que donc ils présupposaient de la part de ces étudiants une capacité au moins à pouvoir parler et avoir des échanges professionnels de base, on va dire, dans cette langue. Voilà. Donc je pense que ça, et puis un certain nombre d'autres éléments ont joué. Voilà.
C'est publié quelque part, c'est accessible. Oui, Ce c'est sont en d'excellents ligne. arguments Oui, là que vous nous donnez. C'est un document tout à fait public qui est sur le site de Sciences Po, qui fait 50 pages, mais qui est en ligne. Oui. Merci. Alors, des questions? Excusez-moi, ça vient juste. Je voudrais savoir cette expérimentation, si elle continuait et si plus d'étudiants s'étaient inscrits cette année et comment vous aviez envisagé les cours en amont. Oui, alors en fait, voilà, c'est pour ça que je disais, vu le bilan que j'ai tiré, en effet, désormais, donc tous les étudiants de niveau avancé, enfin, j'ai repensé l'ensemble de la formation parce que désormais, les étudiants donc, de niveau, si je reviens en arrière, donc les étudiants A2 ont sur les 5 heures, 1 heure de français de spécialité, donc français économique et juridique. Ensuite, pour les étudiants donc B1 et B2, sur les 4 heures hebdomadaires, donc ils ont 2 heures d'un enseignement dispensé par un enseignant de spécialité, donc un enseignant d'histoire ou de sciences politiques ou de droit, qui n'enseigne qu'à cette classe d'étrangers, donc malgré tout avec une accommodation, on va dire, au public, et 2 heures de français général. Et concernant le niveau les plus avancés, donc au premier semestre, ils ont 2 heures de cours de français sur objectif universitaire, et au deuxième semestre, donc 2 heures de cours de français sur objectif universitaire, avec obligation d'être inscrit dans un cours en français qui a été sélectionné en amont. Voilà, donc j'ai ce dispositif un peu expérimental, je l'ai vraiment réadapté en fonction des résultats en fait, que j'ai obtenus à la fin. Voilà. Une autre question? Oui. Alors c'est une question un peu sur un point vraiment spécifique. Sur la dissertation, je regardais le commentaire de l'étudiant qui disait voilà, j'ai produit finalement, mais c'était difficile. Est-ce que vous avez envisagé éventuellement un procédé un petit peu différent? Est-ce que la dissertation déjà qu'il devait produire était une production finale ou Non. Non, si, en fait, il devait la rendre au bout de la séance 6 ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, on l'a traité très, très vite et pas vraiment en amont. C'est-à-dire, on l'a vraiment traité au moment où l'enseignant a donné le sujet. On a donné quelques éléments de méthodologie, mais de manière assez rapide et pas du tout assez conséquente, quoi. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, là, cette année, au premier semestre, presque enfin, une grande partie, en tout cas, de mon cours est consacrée à décomposer chacun des éléments pour, comme je disais tout à l'heure, leur donner vraiment tous les outils nécessaires au moment où l'exercice arrive, quoi. Voilà. D'accord. Avec plein d'exercices intermédiaires, du coup, qui permettent Oui, avec des outils, finalement, voilà. La boîte à outils dont vous parliez éventuellement. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Merci. Une autre question? Alors, effectivement, la dissertation, ça fait partie vraiment des objets cultes de la culture académique française. Alors, en un semestre, ça va être difficile de remplacer toute une acculturation qui a eu lieu pendant tout un baccalauréat pour apprendre à faire la problématique et le plan en 3 parties. Est-ce que, mais vous avez dit que vous avez essayé d'organiser aussi, disons, de trouver des enseignants qui font un module un peu adapté pour ces enseignants, pour ces étudiants étrangers. Est-ce que vous avez la possibilité de négocier avec eux les formes d'évaluation finale? Oui, c'est moi qui les décide, plus ou moins, parce qu'ils n'ont pas du tout une formation FLE, en fait. Donc c'est moi, je crée, en fait, je monte avec eux les cours et l'évaluation qui correspond. Pour que ce soit une méthodologie un peu FLE quand même dans leur approche, hein, beaucoup plus basée sur de l'exercice et de l'interaction, notamment. Et ensuite avec du coup l'évaluation qui correspond à cette démarche. Voilà.
Donc c'est effectivement, de fait, ils n'auront pas de dissertation à produire dans ce cadre-là. Ils auront des exercices moins complexes et puis moins culturellement marqués. Voilà. Alors si je peux me permettre de vous inviter aussi à regarder ce qui se crée pour les écoles secondaires avec les doubles diplômes ESA-Bac et ABI-Bac, où l'histoire en particulier est cette matière privilégiée qui a été choisie dans ces diplômes conjoints au niveau du secondaire, où il y a tout un travail de méthodologie du FLE pour accompagner l'épreuve en histoire en français. Donc là, il y a un travail à faire en lien entre les écoles et les universités aussi. C'est une bonne idée. Bien. Oui. Moi, juste un petit commentaire aussi en disant qu'en effet, ce travail des enseignants de langue, pas uniquement de FLE, mais quels que soient les enseignants de langue, seront de plus en plus amenés à travailler avec des enseignants d'autres disciplines pour justement aménager les passerelles du fait que l'on a des classes de plus en plus multilingues et multiculturelles. Donc ça va rentrer, je pense, dans la formation aussi des enseignants de langue, quels qu'ils soient, de pouvoir travailler avec leurs collègues de discipline pour aménager ces passerelles entre discipline et langue. Bien, bon, je vous remercie. Je crois que nous allons aller déjeuner et poursuivre les discussions autour de la table. Spread of compulsory schooling and a constantly increasing educational participation during the 19th and the 20th century, the number of young Europeans learning foreign languages has become more important than ever. This progress cannot be denied. But what about the pedagogical and political contents that appear concealed behind our communicative skills? Do they really correspond to the language and intercultural needs of young European citizens? Are they actually more than only national? Should all languages follow the same curricular model? The history, what is that? Machine would be I decline everything. The history of foreign language teaching and learning in compulsory schools, education, public schools, reveals different objectives which became more or less dominant in different periods. To provide an example, I take the German one. In the age of nationalism, French was taught in German grammar schools not only to enable students to communicate with the French, but to understand the French culture, the French mentality, as it was shaped in the former German, Prussian, Austrian curricular syllabus. French lessons should give a palimpsest, which allowed pupils a better understanding of what was the German genius, the German culture, the German language, Germany's role in the world. Thus, the teaching of French or English supported the overall pedagogic objective of the German school system to teach children to become Germans. Thus, become Germans, to teach children. Even with regard to the decades after World War II, Werner Hüllen resumes that in 2005, that German, English, or French classes served up to the 1960s less to empower students to communicate in these idioms, but to have a cultured conversation about English, American, French topics with Germans. Things changed when the different parts of Europe moved closer after World War II. In the German context, relevant facts were the presence of American, English, and French troops on German territory, and Russian troops, of course. The European unification process and the more recent globalization in general. With respect to language methodology, the principal characteristics of the modernization are, in my opinion, in the 19th century, the introduction of language classes in compulsory education as far as grammar and technical schools were concerned. The professionalization of teachers' education,
state control over teachers' formation, school curricula, final school examinations, and teaching practice. In the 20th century, the substitution of a naive, holistic linguistic competence definition without distinguishing between the four skills, listening, and more recently audiovisual comprehension, speaking, reading, and writing. The innovation was particularly striking with respect to listening comprehension. The term was still largely unknown in the 1960s. Not only in Europe, we find then the upgrading of teaching and learning materials implementing spoken language, spoken French, spoken English, the creation of communication-oriented inventories, extraverbal communication, etc., etc. Not only for Europe, of course, the technical developments must be mentioned, especially today, computer, internet, and so on. The latter creates new forms of learning arrangements, especially architectures of collaborate learning that fades away the dichotomy of language learning and language acquisition. Last but not least, among the more recent innovations, I would like to highlight the research in the field of intercomprehension and the empirically based development of an intercomprehension-based methodology. It does not come as a surprise that intercomprehension is a core part of the plurilingual approaches to languages and cultures, or even to what you call in French, la didactique du plurilinguisme. In Germany, it's quite different, but I don't want to speak about this. As the issue has been the subject to a great number of publications, I don't want to say more about this. Only the definition of intercomprehension. What does it mean? Intercomprehension is the competence to understand more or less a foreign language without having acquired it in its natural milieu or in its natural situation, or through self or externally guided learning. In this paper, the question is relevant: to what extent intercomprehension didactics can contribute to foster a better understanding between European speakers or citizens. Can intercomprehension alleviate the EU crisis due to the missing public discourse of the European citizens? The intercomprehension's relevance to developing Euro comprehension have we something for this? The term Euro comprehension is a compound term composed by the prefix Euro and comprehension. It was coined by Horst G. Klein, and starting from the great European language families, Euro comprehension covers nearly all EU citizens, even those whose mother tongues do not belong to either the Slavic, the Romans, or the Germanic group. Because they know one of these languages, the languages belonging to these groups, sufficiently well to use them for intercomprehension. The didactics of intercomprehension uses the term basis of transfer. Basis of transfers are the schemes which one needs to understand and to identify forms, identical forms, more or less identical forms, and significations in other languages. The narrowing epithet, linguistic, in combination with resources is necessary because knowledge schemes of the only linguistic type are not sufficient to perform interlingual identification transfers. Thus, empirical studies about transferring between languages leave no doubt that attitudinal and volitional resources are needed too. In terms of foreign language learning in general, intercomprehension-based activities
produce interactional routines of plurilingual related consciousness rising processes and processes concerning self and learning sensitiveness. That is why the intercomprehension approach was qualified as a powerful strategy of multi-language and language learning awareness. Meanwhile, huge volumes of data clearly confirm that intercomprehensive strategies are not limited to experienced or adult learners, and to prevent any misunderstanding, nor does the intercomprehensive approach demand pushing aside other teaching methods. But as a language learning awareness rising strategy, it should be integrated in all kinds of language teaching and learning methods that put emphasis on reflection from the very start of language learning. In sum, the intercomprehension approach can either be considered as an adjunct teaching strategy of general foreign language methodology, or as an overall method to developing plurilingual reading competencies and language awareness. The required investment to achieve reading proficiency in unknown target languages or in a language family, in a whole language family on the basis of intercomprehension is remarkably small in the field of Romance language, Slavic and Scandinavian-based plurilingualism. It demands greater efforts between German and the Scandinavian Germanic languages, and all empirical studies prove that based upon a reading proficiency of the level B or X in one Romance languages, the same level of reading proficiency can be achieved in another Latin language with only a couple of hours of training. The intercomprehension concerns at least 490 million of the 505 million EU citizens. These are the native speakers belonging to one of the mentioned linguistic families. However, some restriction must be mentioned. The first concerns Romanian, whose important Slavic lexical rates, as well as its morphological and syntactical features demand clearly more linguistic basis of transfer than other Romance target languages. The second affects the more colloquial registers, which count considerably less interlingual adequacies than theoretical texts. In addition, of course, written texts are more coherent, which facilitate interlingual comprehension through intelligent guessing. The third and final objection concerns the necessity to train students, even native speakers of Romance languages, to achieve proficiency in plurilingual reading. The short description of the principal advantages and limits of intercomprehension would be incomplete without highlighting that intercomprehension, as I already mentioned, forms very quickly routines and attitude to handle languages. What is necessary? A revision of foreign language curricula is necessary. Generally, school curricula do neither take account of the unproportioned and asymmetric distribution of receptive and productive skills in linguistic competence profiles, nor do they draw the practical consequences. It is a matter of fact that receptive competences are significantly greater than the productive ones, that they develop much faster, that they fade less into oblivion, that linguistic schemes related to the receptive use of foreign languages facilitate the transformation into productive ones, that the investment to preserve linguistic skills is more efficient in the field of the receptive skills than in that of production. Should it be remembered that these facts gain particular importance in terms of autonomous lifelong learning and plurilingualism, as both is suggested in the European Commission's Education and Training White Paper towards the Learning Society. Let us now be more explicit with regard to the concrete measures that finally should be taken to foster plurilingualism.
As intercomprehensive competence formation is based upon interlingual transfer processing, it demands transforming dormant linguistic knowledge into inactive modes of understanding the unknown target language. Hence follows, first, education focusing plurilingual competence requires taking the learner's previous explicit and procedural knowledge into the concrete pedagogical account as far as it is relevant for the achievement of the new objectives. This affects both the students' plurilingual knowledge as well as their learning and communicative experiences in the field of foreign languages and as their volitional resources. Motivation is very important, of course. Second, as the simultaneous and parallel training of the receptive and productive skills lowers the students progressing in the target language, a revision of the traditional language curriculum is overdue. It should take account of the aforementioned asymmetries in competence formation. The principal guidelines give more input, exploit awakening of the dormant intercomprehension-based reading capacity. Create by this more input creates more intake, probably. A better reading capacity right from the start. More linguistic resources entail a better language and learning performance. Better performance will improve students' experience concerning self-efficiency. Is it not widely known, a matter of fact, that buoyant students are less anxious and perform better? Obviously, a critical revision of language curricula does not only require methodological measures. A reorganization of language teaching and learning is overdue, too. The reorganization needed by mainly two facts: the aforementioned plurilingual minimum, defined by the European Commission, especially through the epithet "at least." Second, the fundamental role of exploiting relevant previous explicit and procedural knowledge for learning languages. Whereas the first point needs no further explanation, it must be stressed with regard to the second one that the acquisition of relevant linguistic schemes widely concerns the sequence of the taught languages. The sequence of the taught languages. It is indispensable that students acquire the respective resources at the earliest possible point on the trajectory to plurilingual competence formation. A further point must be mentioned. As far as pedagogic objectives means Euro comprehension, the greatest possible number of pupils should get acquainted with European languages that do not belong to their own mother tongue's family. Yeah? If someone, for example, has a Romance languages like the French, it would be very interesting. It would be very interesting to learn or a Slavic or Germanic language. We have no studies concerning the question: how do language sequences prevent or hinder that students learn certain languages when they are in the adult age. So it would be interesting to switch the offer between different languages. The outcomes of empirical studies concerning intercomprehension leave no doubt that as long as the final objective of the first and second foreign language teaching is the B1 or B2 level of the CEFR, two advantages are in the very near reach: a receptive and productive independent user competence in at least 3 EU languages, and in addition, an advanced mid-competence in intercomprehension-based reading of a dozen of European languages. And you remember Umberto Eco's words. What we need is a new appraisal of receptive skills, calls for an overdue revision of language learning stereotypes. As every social and educational change
starts with the questioning of traditional beliefs, a revision of the foreign language curricula and practices, demands scrutinizing the apparent language teaching and learning reality and the underlying language learning beliefs. Among the multitude of opinions which reflect individual experiences with foreign language acquisition, learning and communication, 3 beliefs seem particularly pertinacious and prejudicial. The second wrong belief, language competence is homogeneous whatever language is concerned. Empirical studies reveal that competence in different languages is never mirror inverted. The principal reasons are clear, given that each language transports its own repertoire of topics. As Luhmann put it, communication and the collective memory shape languages, communication and competence in a special way. A symmetry of semantics between languages is impossible. Instead, various languages represent various prisms to perceive the world, and this is why plurilingualism is enriching. Third wrong belief, formal foreign language errors entail a breakdown of intercultural communication. I remember what Konrad said this morning, completely right. This belief is linked to the question how European plurilingualism could look like. A realistic answer is depicted by Umberto Eco in his Search in the Perfect Language. A Europe of polyglots is not a Europe of people who speak many languages fluently, but in the best scenario of people who can communicate, di persone che possono incontrarsi parlando ciascuno la propria lingua, intendono quella dell'altro, che pure non sarebbero fare in modo fluente e intendendola, sia pure a fatica, intendessero il genio, l'universo culturale che ciascuno esprime parlando la lingua dei propri avi e della propria tradizione. Obviously, Eco's depiction of European polyglottia allows the EU citizen to participate, at least passively, in various foreign language political discourses and to understand the genius, il genio, le génie, den Geist, je crois que les Paul disent Deutsch, of European languages. In combination with a diversified and why not graded plurilingual competence, Euro comprehension can help citizens to following each other in their different discourses on different national levels. Thus, intercomprehension must be regarded as a political strategy creating European understanding. Its political impact is no quantité négligeable. The actual European crisis is in partly a linguistic crisis. Thank you for your attention. Yeah, perfect. Perfectly respecting time. Thank you very much for your very interesting presentation on intercomprehension. So we have